Voilà, donc ce que je vous propose de faire en une petite heure à peu près, c'est de passer en revue un sujet consacré au test unitaire. Donc par rapport au test unitaire, c'est d'abord de présenter un peu les concepts, donc les concepts généraux, ce que c'est un test unitaire, dans quel cadre ça peut se positionner, et alors surtout de répondre à toute une série de questions qu'on se pose lorsqu'on veut ou on veut mettre en place des tests unitaires. C'est la première chose, c'est pourquoi tester, quel est l'intérêt de tester. C'est peut-être une petite idée, mais vous allez voir qu'il y a peut-être des choses intéressantes aussi en plus. Et puis ensuite, évidemment, c'est quoi tester et comment tester. Et dans le comment tester, c'est de voir un petit peu, j'ai repris 5 bonnes pratiques qu'on retrouve régulièrement lorsqu'on fait de la littérature sur les tests unitaires, qui peuvent expliquer quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place et comment mettre tout ça en utilisation sur le comment le tester, comment mettre en place des tests unitaires dans un projet. Et alors, ça c'est un peu l'aspect théorique, on va ensuite passer très rapidement à un aspect de démonstration, où là je rentrerai dans Visual Studio, puisque c'est toujours l'outil de prédilection avec lequel on travaille pour les développements .NET. Vous allez voir que ça peut être utilisé aussi pour autre chose. Mais donc par démonstration, on verra un peu, sur base d'un cas très simple, comment mettre en place des tests unitaires correspondant à ça, comment l'utiliser, comment suivre un petit peu tous les tests unitaires associés à ça. Donc la première chose, c'est de voir en termes de concept. Donc qu'est-ce que c'est un test unitaire? Dans quel cadre ça peut se positionner? Si on reprend un peu ce que dit Wikipédia, il y a beaucoup de choses, mais au démarrage, les premières lignes de Wikipédia, c'est un test unitaire, ça correspond à une procédure qui permet de vérifier le bon fonctionnement d'une partie précise d'un logiciel. Donc déjà, c'est une procédure, c'est dans ce cas-ci en général du code qu'on va mettre en place, et surtout ce qui est important, c'est on va tester une partie, et uniquement une partie du logiciel. Donc on ne va pas tester l'entièreté des fonctionnalités, on va le voir par après. Les tests unitaires se consacrent principalement sur comment le code fonctionne-t-il. Est-ce qu'il fonctionne correctement par rapport à ce qui avait été défini dans le cahier des charges, par rapport à ce que le client veut en finalité. Et si on veut aller un peu plus large, donc c'est vraiment le cœur du schéma qui se trouve ici, si on veut aller un peu plus large, on va se retrouver plutôt avec des tests d'intégration, où là les tests d'intégration vont beaucoup plus aller sur comment fonctionne le code dans son ensemble. Donc on va faire l'exécution du code, on va regarder un petit peu le fonctionnement complet, global par rapport à ce code. Et puis on peut aller encore un peu plus loin, et là on va se retrouver avec des tests d'acceptance utilisateur, où là on va regarder est-ce que ça répond bien aux besoins de l'utilisateur final. On peut très bien développer quelque chose qui techniquement fonctionne très bien en termes de code, mais évidemment si ce n'est pas ce que l'utilisateur final a demandé, il va avoir un problème par rapport à ça. Donc bien se positionner par rapport à l'endroit où se trouvent les tests unitaires, je dirais que c'est plus la vérification de tout ce qui est calcul mathématique, de toute la couche business. Si je fournis des données, que je les manipule, est-ce que j'obtiens bien le bon résultat, les bonnes manipulations de données en retour? Donc ça, c'est vraiment le cœur ici, au niveau du schéma, pour pouvoir valider les tests unitaires. Alors, si on ne fait pas toute cette panoplie de tests, tests unitaires, tests d'intégration, tests d'acceptance, etc., on se retrouve, comme parfois, je vais dire, on se retrouvait il y a 15 ans, 20 ans d'ici, à dire, on va développer, et au petit bonheur la chance, on va aller faire des validations, soit avec l'utilisateur final, directement en production, et donc on se retrouve avec ce problème-là. Ici, ce qu'on veut intégrer, c'est vraiment un système de testing pour pouvoir vérifier et éventuellement détecter les erreurs, évidemment avant que ce ne soit mis dans les mains des utilisateurs. Sinon, on va se retrouver avec un cas où on se dit, je vais faire une modif, je vais la mettre en production, et en gros, je vais ou bien la tester là-bas, ou bien je vais voir si les utilisateurs vont revenir pour me dire qu'il y a un problème. Et en pratique, ça correspond à peu près à ce qu'on peut retrouver ici. C'est-à-dire, on se dit, je mets en prod, je ne mets pas en prod, je modifie une ligne, ouais, c'est bon, cette fois-ci c'est passé. Donc j'ai pu enfin mettre une nouvelle version en prod. Le copain à côté dit, je vais faire la même chose, et ça marche aussi. C'est au petit bonheur la chance, on n'est pas trop sûr si ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner, et donc ça donne ça entre guillemets comme résultat. Donc ce qu'on veut éviter, c'est ça. Ils ont fait combien de fois la vidéo avant de vérifier? Ça tire à leur demander le nombre de fois que tu écris le code avant de le mettre en prod. Voilà. Alors l'autre question, c'est pourquoi?
Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire des tests unitaires? Donc j'ai déjà répondu à un des points, c'est on va essayer de trouver les erreurs le plus rapidement possible et évidemment avant que ça n'arrive en production. Donc écrire les tests unitaires en même temps ou même avant la fonction à tester. Là c'est une méthodologie qui s'appelle la méthodologie de type TDD où on va dire je vais développer le test unitaire, donc c'est-à-dire je vais dire voilà ce que je veux en termes de fonctionnalité finale. Ben maintenant, le développeur, débrouille-toi pour obtenir une procédure business qui va obtenir ce résultat-là en finalité. Et tant que les tests unitaires ne passent pas, ben, ça veut dire évidemment qu'il y a un problème dans le business. En règle générale, moi ce que je conseille plutôt, c'est d'écrire la procédure, le test, d'écrire la procédure business, et en même temps de venir faire la procédure de test pour valider. Si on ne le fait pas, ben, évidemment il y a un problème, et je dirais que ce n'est pas très contraignant parce que de toute façon le développeur classiquement va tester. Le développeur, s'il fait une procédure de calcul mathématique, business et autres, ben, il va devoir valider au moins que son résultat de cette procédure fonctionne. Il fait soit par une ligne de commande séparée, par un projet séparé, une ligne console, etc., qui est volatile, c'est-à-dire 3 jours plus tard, ben, son projet de test local, il le supprime, il l'efface. Ici, l'avantage des tests unitaires, c'est que ça va persister dans le système, dans la base de données, dans le repository du code source. Et donc, 2 ans plus tard, on pourrait éventuellement relancer les tests unitaires pour vérifier si des modifications apportées sur la procédure sont toujours bonnes. Et ça me permet de venir au deuxième point, c'est garantir, sécuriser la maintenance sur le long terme. Un projet, on est rarement seul à le développer. On ne fait pas un projet pour 10 jours, ça va durer surtout en milieu industriel pendant des semaines, voire des années, des mois et des années. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on voudrait dire que dans 6 mois ou dans 1 an, quand un nouveau développeur va revenir sur le code, il va faire une modification technique dans la procédure business initiale pour dire ben, le client a demandé un petit changement. Quelle est la garantie? Ou du moins, comment puis-je rapporter une sécurité supplémentaire pour me dire que la modification que je suis en train de faire actuellement sur ma petite procédure ici, elle va probablement faire fonctionner ce que le client voudrait avoir comme résultat, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet de bord sur toute une série d'autres commandes qui utilisent cette procédure et cette partie du business? Et donc les tests unitaires, lorsqu'on en aura développé toute une série et qu'on va se retrouver avec 200, 300, 1000, 2000 tests unitaires sur l'ensemble de l'application, on aura juste besoin d'appuyer sur un bouton, play, ça va relancer tous les tests unitaires, et ça va a priori, s'il y a des difficultés, ben j'espère en tout cas que ça va me ressortir pour me dire là, il y a un effet de bord sur une telle autre procédure parce que le résultat initialement attendu ben, n'est plus le même. Alors ben, est-ce que c'est un changement à devoir faire dans le fonctionnel à un autre endroit, ou bien est-ce que la procédure qu'on a modifiée nous doit être modifiée, doit être adaptée? Ça c'est à voir en fonction des besoins du client. Et un troisième point qu'on met souvent en avant lorsqu'on préconise de faire des tests unitaires, c'est l'aspect documentation. Ça n'empêche pas de faire une documentation, je dirais un peu plus manuscrite pour expliquer évidemment ce que font les procédures, mais en tant que développeur un nouveau développeur qui vient sur le projet, le fait d'avoir un petit descriptif concret de comment utiliser la bibliothèque, le business, c'est-à-dire la manière, l'objet, comment l'instancier, comment lui passer des paramètres, quel type de paramètres, etc. Et bien tout ça, on va a priori les retrouver à l'intérieur des procédures de test unitaire, puisqu'on va devoir instancier les objets business, on va devoir fournir des paramètres et des valeurs. Et donc on a une sorte de documentation très technique sur la manière d'utiliser le système et les développements qu'on a réalisés. Et ça peut évidemment être intéressant aussi quand un autre développeur vient voir, nous, 6 mois plus tard, pour se rappeler comment l'utilisation d'une procédure ou d'une méthode peut être appliquée dans le système. Donc la question suivante, c'est quoi tester? Donc quel est l'intérêt de tester? On vient de le voir via ces 3 points. Maintenant, quoi tester? On va essayer de définir un projet de test indépendant du projet initial de développement du projet qu'on réalise pour le client. Et en fonction de ce qu'on veut tester, donc c'est-à-dire par assembly, donc par DLL, par exécutable, on va créer un projet de test unitaire correspondant à ça. Ensuite, on va descendre au niveau de chacune des fonctionnalités de notre projet. Et donc, par exemple, on va par classe de développement qu'on réalise à l'intérieur de notre projet de client, on va pouvoir venir créer ce qu'on appelle des text features, donc des regroupements de procédures de test unitaire. Et ensuite, on a chaque procédure de test qui, elle, va venir faire la validation de manière unitaire de chaque méthode, voire parfois plusieurs tests unitaires pour une méthode, pour valider un petit peu tous les différents cas possibles. Je donne l'exemple où on a par exemple
une date de naissance et on demande de calculer l'âge de la personne sur base de cette date de naissance, on va faire une procédure qui va faire des manipulations, il va falloir probablement créer une, voire plusieurs. Un cas normal dans lequel j'ai une date, par exemple aujourd'hui, demain, qui correspond à une date supérieure à la date de naissance initiale, mais qu'est-ce qui se passe si je donne une date inférieure à la date de naissance enregistrée dans le système? Est-ce que ça plante? Est-ce que ça renvoie 0 parce qu'évidemment il n'est pas encore né, ce genre de choses. Donc ça, ce sont des résultats, d'abord qui doivent être définis fonctionnellement pour savoir comment on doit l'utiliser, et qui doivent être décrits de manière testée, de manière test unitaire ici, pour pouvoir à chaque fois obtenir toujours le même résultat, même des mois, des années plus tard, après des changements. Okay. Donc dans le quoi, on retrouve également ce qu'on va vouloir tester dans un process classique. Donc si je mets une application classique, on a une interface utilisateur, on va retrouver de l'autre côté, à l'autre bout, la base de données, la couche de données, et entre les deux, on a souvent une couche d'accès aux données et une couche business. Moi, ce dont je parle en termes de tests unitaires, c'est cette couche business. On peut faire des tests unitaires sur les autres couches, mais à ce moment-là, c'est faire des tests sur l'aspect business, je vais dire l'aspect mathématique des choses. Je ne vais pas commencer à aller tester la récupération des données dans la base pour voir si mes données sont correctement récupérées dans le système ou correctement injectées. Ça fait partie d'un autre projet de testing éventuellement. Et si je veux tester, parce qu'évidemment ça fait partie de mon projet complet, si je veux tester l'ensemble de ces fonctionnalités-là, donc à la fois la couche business par mes tests unitaires, mais je veux rajouter des tests sur le reste, à ce moment-là, je devrais rajouter des tests d'intégration, comme j'ai parlé tout à l'heure, où là, je vais pouvoir rajouter un système de testing qui peut être aussi automatisé, voire encore plus loin, la possibilité de définir des jeux de tests de données initiales, des jeux d'exemples, qui vont me permettre d'influencer la manière dont mon business va fonctionner. Alors ça, c'est une chose importante, c'est quand on fait des tests unitaires, il est, par définition dans les tests unitaires, hors de question de se connecter sur des systèmes existants, des systèmes externes existants, et dont je suis à ce moment-là dépendant. C'est-à-dire quand je veux, par exemple, tester mon moteur de gestion qui doit récupérer des données dans une base de données, je vais m'arranger pour qu'il puisse récupérer les données dans un autre système, dans une autre base, dans un autre fichier, pour pouvoir avoir la possibilité de lui donner des données d'exemple, ce qu'on appelle des mocks. Donc créer des jeux d'exemples que je vais pouvoir envoyer à mon business et pas devoir aller manipuler ma base de données et dépendant en plus de ça de cette base de données. Donc ça on le verra, on pourra utiliser un jeu de soit de système d'interfaçage ou des choses comme ça pour pouvoir transférer des données correctement à mon business. Comment tu garantis alors que tes colonnes de DB ne changent pas ou des choses comme ça? Dans les tests unitaires, tu ne garantis pas ça. Les tests unitaires, eux, vont garantir que la couche business fonctionne. C'est-à-dire que tu auras par exemple en entrée un jeu de données avec une classe avec des propriétés, last name, first name, âge, etc. Donc le nom, le prénom, l'âge de la personne. Maintenant, comment ces données sont remplies, ça fait partie de la couche Data Access Layer. Et ça fait partie d'autres types de tests. Des tests de base de données éventuellement, mais pas dans les tests unitaires. Parce que si quelqu'un va changer une procédure, il va renommer une colonne, quelque chose comme ça, qui est utilisé juste dans un endroit, notre test va passer, mais en réalité, en gros, ça va planter. Oui, c'est pour ça qu'il y a les tests d'intégration qui, eux, vont devoir gérer ça et vérifier ça. Oui, mais il faudra penser alors que... bien penser à tous les impacts. Il faut penser à tous les impacts. Mais encore une fois, les tests unitaires, eux, vont tester l'aspect manipulation, business des éléments. Pas la récupération des données ou le transfert des données d'un système à l'autre. Il faut vraiment faire la distinction. Comment? Pourquoi pas? Pourquoi on ne les intègre pas dedans? Pourquoi on n'appelle pas ça des tests unitaires? On peut, mais à ce moment-là, ce sont des tests unitaires sur la bibliothèque qui va aller lire les données. Donc, c'est-à-dire, j'ai une bibliothèque, par exemple, qui va manipuler, quelle que soit la technologie, mais qui va rechercher des informations dans la DB, les récupérer. Ça peut être à ce moment-là mis dans cette phase de test unitaire pour cette bibliothèque-là. Maintenant, la phase d'intégration, elle va garantir de voir si, globalement, quand je demande à un bout de la chaîne, donne-moi les informations sur une personne, que je vais bien récupérer des données de type nom, prénom, adresse et autres dans mon système. Ça, c'est plus les tests d'intégration complets qui vont s'en charger. Et pour les tests unitaires, tu ne dois pas être dépendant de ressources externes. Oui. C'est plus varié. Tu prends ma machine c'est pas. Si la source de données est différente, ton test unitaire ne donnera pas le même résultat. Donc pour déterminer des integration tests cohérents, tu dois définir un jeu de données que tu peux remarquer et tu peux... Tu peux définir un jeu de données dans une base. Oui, non, parce qu'alors on est dépendant de la DB. Et là, c'est des integration. Et là, il peut avoir d'autres impacts. J'imagine, 3 ans plus tard, la base de données qui était, allez, je dirais SQL Server 2005 est passée à SQL Server 2008. Mon business,
il est peut-être toujours correct, mais le problème vient peut-être de la couche de connexion pour récupérer les données, parce que le serveur de base de données est différent. Mes tests d'intégration ne passeront plus. Mais mes tests unitaires sur mon business, ils sont toujours bons. Donc eux passeront. Oui, mais ça s'appelle les tests d'intégration. Ouais. Mais l'idée aussi, c'est que pourquoi être indépendant, c'est parce qu'on va donner ça à un robot qui va exécuter. L'idée, c'est d'automatiser ces tests. Donc la machine serveur qui va automatiser la compilation, généralement, on voit des unités de tests en même temps. Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir un accès derrière. Ça veut dire qu'il doit être configuré sur ta machine, donc ta machine, elle doit être de compilation, elle doit être relativement vierge par rapport à tout. Oui, mais avoir un système de données derrière qui, même si ça soit de base de données, ça n'empêche pas un robot d'utiliser. Oui, mais ce sont des tests d'intégration. C'est des bases de données qui ne te connectent pas à une base de données. Ça fait partie des tests d'intégration qui peuvent être automatisés en partie. Parfois, ça devient plus compliqué pour notamment tous les problèmes de dépendance dont on parle, mais ça ne fait pas partie à proprement parler des tests unitaires du développeur. En toute logique, les tests unitaires doivent tourner à chaque compilation. Et donc, ça doit aller très vite. On va le voir d'ailleurs après quand on a la possibilité de compiler, d'automatiquement demander d'exécuter les tests unitaires. Donc ça donne une garantie sur l'aspect, encore une fois, business des choses, manipulation des données, je lui donne un nom, un prénom, je récupère le trigramme de la personne, est-ce que ça fonctionne par exemple, je récupère l'année sur base de la date de naissance, donc c'est ça qu'on va vérifier. Mais on ne va pas vérifier effectivement si tout le processus, ça n'empêche pas d'avoir les autres types de tests, donc tests d'intégration et tests fonctionnels. Donc il va falloir évidemment continuer à valider le reste pour vérifier que l'entièreté de l'application fonctionne. Ok ? Alors, toujours par rapport aux mocks, les mocks, ce sont donc des objets qui permettent de simuler les objets réels. Donc encore une fois, pour avoir cette indépendance, on va rajouter dans les tests unitaires des données, donc c'est-à-dire on va créer ses propres objets d'exemple, qu'on va injecter, qu'on va fournir à notre bibliothèque business pour lui dire, voilà, tu n'as pas une base de données avec des données qui peuvent varier ou qui peuvent changer, mais voilà ma donnée avec laquelle je dois travailler maintenant. Et pour faire, encore une fois, de manière très petite, de manière très, très unitaire. Alors ça, c'est bien joli de savoir ce qu'on va vouloir tester et pourquoi on veut le tester. En pratique, il va falloir passer du temps pour pouvoir réaliser ça. Et passer du temps pour un développeur, faire autre chose que du développement pur, c'est toujours un peu contraignant. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est comment faire pour enlever cette contrainte. Si on dit à un développeur, il va falloir faire des tests unitaires, comme ça prend du temps et que c'est toujours compliqué, il a une réaction de ce type-là. Il arrive le matin et dit « Aujourd'hui, je vais développer en faisant mes tests unitaires. » Et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors on va voir justement, pour éviter de faire ça, d'avoir cette réaction, comment on va pouvoir simplifier ça. Et là, on a notamment dans Visual Studio toute une série d'outils qui vont nous aider. Alors, on va essayer d'utiliser ces outils, mais de manière correcte. Et donc, pour ça, c'est ce que j'ai dit tout au début dans l'agenda, j'ai prédéfini 5 bonnes pratiques, 5 règles à essayer de garder à l'esprit pour pouvoir concrètement faire des tests unitaires corrects. Donc, la première chose, c'est être consistant. Encore une fois, c'est tests unitaires, donc c'est vraiment des petites unités. Et là, être consistant, ça revient par rapport au système de base de données dont on parlait. S'il est externe, il va pouvoir être varié de manière beaucoup plus difficilement, si je peux dire. On aura une DB avec des données, s'il faut les changer, ça va devenir tout de suite beaucoup plus compliqué. Surtout que les tests unitaires, ils travaillent en parallèle. On va les exécuter en masse. Et donc, ce qu'on veut ici, c'est rester consistant, c'est-à-dire, si on exécute un test unitaire, il faut toujours lui donner les mêmes inputs, les mêmes valeurs d'entrée, pour évidemment avoir le même résultat de sortie. Et quand je parle de mêmes données d'entrée, c'est éviter d'utiliser des time.no, c'est-à-dire la date du jour. Aujourd'hui, on sera le 31, non le 1er. On sera le 1er. Demain, forcément, la date va être différente, on sera le 2. Après-demain, on sera le 3. Donc, si j'exécute mon test unitaire aujourd'hui et si j'exécute mon test unitaire la semaine prochaine, je n'aurai pas les mêmes inputs. Peut-être que ça me donnera le même résultat, mais il y a peut-être aussi des chances que ce soit un résultat différent. Pas parce que mon test unitaire ou parce que ma procédure n'est pas bonne, mais parce que les entrées sont distinctes. Donc, si vous devez fournir des données de type date, par exemple, vous devez lui donner une date correcte, avec toujours une date fixe. Même chose, pas de données aléatoires, même principe. Si je veux lui donner des informations, je lui donne une valeur. Au hasard, éventuellement que j'ai choisi moi, mais une valeur fixe que je vais prédéfinir dès le départ. Et si j'en ai besoin de toute une série d'un jeu complet, je vais pouvoir évidemment exécuter mon test unitaire avec des inputs beaucoup plus variés, beaucoup plus différents. Deuxième règle,
c'est rester atomique, c'est-à-dire ne jamais tester qu'un tout petit morceau de fonctionnalité. On n'est pas dans les tests unitaires, on n'est pas là pour pouvoir tester l'entièreté de l'application. L'exécution de mes 2000 tests unitaires vont me donner une idée sur l'ensemble de mon application, évidemment, pour voir si ça fonctionne ou pas. Mais c'est plus les tests fonctionnels ou les tests d'intégration qui, vont avoir une vue plus générale, plus globale. Ici, le test unitaire, c'est tester une classe, une procédure, un calcul mathématique. Vraiment de manière très atomique, très petit. Ce qui me permettra, en cas de difficulté, de problème, encore une fois, je reviens 2 ans après, j'exécute mes 2000 tests unitaires, j'en ai un qui pose problème, mais je vais pouvoir cibler beaucoup plus facilement quels sont les inputs pour ce problème-là, et pas commencer à devoir entrer dans tous les méandres de mon application pour essayer de déterminer pourquoi, dans quel cas particulier ça peut arriver. Donc ne tester qu'un tout petit morceau. Autre bonne pratique, un peu liée à la précédente, c'est responsabilité unique. Donc un test unitaire ne doit être responsable que d'un seul scénario. Si j'ai 2 fonctionnalités dans mon application, je pourrais très bien faire une méthode de test et dire via un objet assert qui est l'objet de base en général utilisé pour faire les tests unitaires, qui est l'objet de vérification, faire vérifie-moi assert que isTrue, donc que la fonctionnalité 1 me renvoie bien une valeur vraie. Et je peux tester que la fonctionnalité 2 me renvoie aussi la valeur vraie. Ça, c'est mon processus normal. Évidemment, si j'ai ma méthode de test qui exécute les deux et que les deux sont corrects, donc en cas logique, en cas normal, ça va me renvoyer un test validé, et donc tout ça sera bon. Maintenant, si j'ai un problème dans un des deux, si j'ai un problème dans le deuxième, je ne vais pas le voir directement, je devrais rentrer dans le code pour voir exactement à quoi est dû le problème, parce que c'est mon test général qui va péter. Si maintenant j'ai par malheur un problème dans ma première fonctionnalité, la deuxième fonctionnalité, elle ne sera même pas testée. Puisque le test va s'annuler, va s'arrêter dès qu'il y aura un problème dedans. Donc ce qu'on conseille, c'est tout simplement de créer 2 méthodes de test. Donc n'hésitez pas à faire, encore une fois, une multitude, et on va se retrouver avec des dizaines, des centaines de procédures de test qui vont être ajoutées dans le projet. 4e règle, être autodescriptif. C'est-à-dire que c'est sur base de, ça n'empêche pas de mettre des commentaires si vous souhaitez, mais c'est surtout sur base du nom de la méthode, du nom de la classe, du nom des procédures qu'on va utiliser, qu'on va pouvoir identifier la fonctionnalité, l'objectif du test. Donc, par exemple, on va créer une méthode de test qui sera CanMakeReservation, qui veut bien dire ce que ça veut dire dans le processus, ou bien Total Bill equals Sum of Menu Item Price. Donc on va en général dans les tests unitaires se retrouver avec des noms de méthodes à rallonge, qui vont se retrouver avec 50, 100, 200 caractères, mais qui permettent en tout cas d'avoir une clarté lorsqu'on se retrouve dans nos 2000 tests, de voir directement quand il y a un problème, on va voir ce nom apparaître, et on pourra directement voir à quoi correspond ce problème qu'on aura détecté. Et dernière et 5e bonne pratique, c'est éviter de mettre des conditions ou des boucles dans les tests unitaires. Encore une fois, un test unitaire doit valider un élément. Et donc, on va éviter de faire, par exemple, un test dans lequel c'est si ma variable est before est vraie, à ce moment-là, je fais la fonctionnalité 1. Si ma variable est after, je fais la fonctionnalité 2. Même principe que tout à l'heure pour la simplification, on va faire 2 tests unitaires. Et pourquoi? Parce que mon test if va être exécuté en fonction du résultat de la variable before, qui se trouve ici. Évidemment, si je n'ai pas de valeur vraie pour le after, je ne vais jamais rentrer dans cette deuxième partie de mon test. Donc je vais à ce moment-là ne tester qu'un morceau de mon test unitaire. Et c'est évidemment pas la bonne technique non plus. Okay. Donc il ne peut jamais y avoir d'incertitude à l'intérieur d'un test unitaire. Donc en pratique, voilà un peu tout l'aspect théorique. En pratique, comment peut-on mettre tout ça en place? Alors si on utilise Visual Studio, on va voir qu'on a toute une série de possibilités, de facilités. Donc par exemple, j'ai ouvert un projet on ne peut plus simple. J'ai un projet de type bibliothèque dans lequel j'ai une classe, SimpleMath, donc calcul simple, qui me permet d'avoir une méthode, division, divide, et l'objectif c'est diviser un nombre A par un nombre B et d'obtenir le résultat, A divisé par B. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple en termes de fonctionnalité. Et ce que je veux voir, c'est tester cette fonctionnalité. Donc, je crée un projet de test. Pour ça, dans Visual Studio, il suffit de faire fichier, nouveau, projet. On a une rubrique test, qui est ici. Je choisis test unitaire.
et je vais avoir le projet de test unitaire que je vais vous décrire juste après. Vous voyez qu'il y a d'autres types de tests possibles. On peut dans Visual Studio faire des tests graphiques, qui rentrent plus aussi dans des tests unitaires, mais visuels, à la limite avec les tests d'intégration, et des tests de performance web également, si on va aller aussi voir si, en termes de performance, notre application répond correctement. On va voir que les performances interviennent aussi au niveau des tests unitaires. Donc si je fais cet ajout de projet, ben j'en ai, comme ici, un nouveau projet qui se retrouve avec, par exemple, une classe mathTest, que je vais ouvrir tout de suite, qui est ici, et qui contient, dans mon cas, une première méthode que j'ai appelée divide to integer. C'est-à-dire je vais diviser dans ma mathTest, donc dans ma classe de testing, ma classe de test de maths, je vais diviser un nombre 1 par un nombre 2 pour obtenir un nombre entier. Typiquement, qu'est-ce qui se passe si je fais 20 divisé par 2 ? Ben, je devrais obtenir un résultat 10. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens. Ça revient au même parce qu'il fait une égalité, mais si vous regardez dans les commentaires, expected c'est la première valeur, actual c'est la deuxième. Donc j'espère avoir la valeur 10, et le résultat de ce que je vais réellement avoir, c'est la valeur qui se trouve ici. Résulte, c'est-à-dire simpleMath.divide 20,2. Donc je lui donne explicitement des valeurs à vouloir exécuter. Et autre chose importante, c'est de rajouter un attribut au-dessus de la méthode qui s'appelle testMéthode. Et le fait de rajouter cet attribut a tout simplement pour objectif de venir le placer à l'intérieur d'un panneau dans Visual Studio qui s'appelle le Test Explorer. Donc si je rajoute testMéthode, il apparaît ici, et le mien, il est ici. On verra, les autres sont un peu en dessous. Le premier test, c'est divide to integer, qui est pour le moment non exécuté, donc il est en bleu. Si je fais un clic droit dessus, je peux demander d'exécuter le test sélectionné. Et si tout se passe bien, c'est-à-dire si mon 20,2, 20 divisé par 2 correspond bien à 10, j'obtiens un rond vert pour me dire « Ok, le test s'est exécuté correctement et ça a pris 16 millisecondes pour pouvoir effectuer ce test. » Okay. Alors je peux aller un peu plus loin, je peux faire une division, toujours en utilisant ma classe simpleMath et ma méthode divide, mais je vais faire une division par arrondi, c'est-à-dire je veux diviser 20 par 3, bah, évidemment ça ne tombe pas juste dans ce cadre-ci. Qu'est-ce que je veux avoir en termes de fonctionnalité dans ce cadre-là? J'estime, moi, que dans mon cas, je voudrais obtenir 6. Donc ça veut dire que si je prends mon test divide to round it ici, que je l'exécute, est-ce que 20 divisé par 3, il a mis 13 millisecondes pour me dire « Ok, ça me donne bien la valeur 6 qui est indiquée là. » Si je lui avais donné un autre résultat, et par exemple j'attendais la valeur 7, ben j'aurais eu comme résultat ici, voilà, j'aurais eu une croix rouge pour me dire il y a un problème. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter dans Visual Studio, et on va voir après, on a des outils externes, notamment avec les builds automatiques, qui vont nous permettre de ressortir toutes les méthodes, parmi mes 2000 méthodes, toutes mes méthodes qui posent problème dans mon process. Donc je vais remettre mon 6 pour que mon test puisse fonctionner. Autre fonctionnalité lorsque je fais une division, c'est, d'abord enlever ça, qu'est-ce qui se passe si je divise par 0? Si je demande de diviser 100 par 0, j'attends à recevoir dans ce cadre-là une exception, et une exception est mon processus normal. Et donc je peux à ce moment-là rajouter au-dessus de ma méthode un attribut expected exception, qui est j'attends l'exception qui est de type divide by 0 exception. Et donc si j'exécute cette méthode de test, elle va me dire je divise 100 par 0, j'ai une exception, mais ok, mon test unitaire est bon. J'ai bien la bonne valeur, enfin j'ai bien le bon résultat qui est l'enclenchement d'une exception. Alors juste pour la forme, sachez qu'il existe un attribut qui s'appelle ignore, qui permet, comme son nom l'indique, d'ignorer le test. C'est-à-dire si j'exécute tous mes tests ici, deux vont passer, et le troisième, qui est mis en ignore, lui va se mettre avec un point d'exclamation jaune pour me dire « je n'ai pas exécuté le test ». Alors ça peut être intéressant dans des cas, je dirais un peu plus rares, où par exemple certaines fonctionnalités deviennent obsolètes dans l'application, ou certaines fonctionnalités prennent trop de temps à vouloir être testées, et dans mon cas précis, je voudrais le tester rapidement. Dans ce cas-là, je peux temporairement venir mettre l'attribut ignore au-dessus de ma méthode, et pas devoir effacer ma méthode, qui serait évidemment pas le bon résultat, pas la bonne manière de faire. Ok ? Alors ça c'est la manière de faire des tests unitaires, comme on le voit ici.
Maintenant, il faut créer ce test. C'est-à-dire, si je veux tester un autre cas, ben, je peux reprendre ceci, faire copier-coller et commencer à modifier les valeurs d'entrée, modifier le nom de la méthode et ainsi de suite. Maintenant, pour aider le développeur, Microsoft a rajouté dans Visual Studio des petites informations, des petits tooltips un peu partout. La première chose, c'est qu'on a accès à ce qu'on appelle le code lens, c'est-à-dire une barre qui est disponible maintenant dans Visual Studio 2015, même avec les versions professionnelles, donc je dirais a priori tout le monde. On a une petite barre ici qui me donne, voyez en dessous, qui a travaillé sur la méthode et ainsi de suite, mais surtout, dans notre cas, le nombre de tests qui ont été exécutés qui font intervenir cette méthode divide, qui est encore une fois ma méthode business, ma méthode de travail. Donc je ne suis pas ici dans mes tests, je suis qui va exécuter, qui va me permettre de tester ceci. Et donc je vois ici que j'ai ce que j'avais sur le côté, directement ma méthode divide qui est appelée par 3 tests, un qui a été ignoré la dernière fois et 2 autres qui se trouvent renseignés ici et qui sont passés correctement. Et donc ça me permet rapidement, après exécution de tous les tests, de voir éventuellement où il y a des problèmes parce que j'aurai un rond rouge ou un V vert si jamais tout se passe bien. Et donc je peux les identifier beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement dans le process. Alors, autre possibilité également au niveau de mes tests, c'est de voir un test, est-ce qu'il fait tout dans le processus. C'est-à-dire, si j'ai ici if a supérieur à 10, je fais mon test dans ce sens-là, je peux exécuter tous mes tests. Ah oui, il faut mettre un return pardon, dans l'autre sens. Sinon, je vais faire return 0. Donc, si j'exécute mes tests, ben, je vais sans doute avoir des problèmes en mettant un 20 divisé par 2 parce que mon A supérieur à 10 va rentrer dans la boucle. Ici, je ne sais pas où il l'a mis. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est si je fais un clic droit sur un test, sur une procédure de test, j'ai la possibilité de lui demander d'analyser le code coverage sur le test. C'est-à-dire, en pratique, par où mon test est-il passé et est-ce que, si je fais ça sur tous mes tests, est-ce que je suis passé dans toutes les instructions, dans toutes les commandes de mon corps, de mon business. Et donc, est-ce que tous les tests, if A supérieur à 0, if B supérieur à 0, etc., est-ce que j'ai bien à chaque fois eu un test qui est rentré dans le if, et pas uniquement des tests qui sont rentrés dans certaines parties et certains morceaux de code. Et donc ici, je vois que mon code a été couvert à 53%. Et je peux descendre pour voir exactement quelles sont les procédures qui ont été testées et ce qu'elles ont couvert dans le système complet de mon application. Je vois par exemple que le divide par 0, lui, n'a rien couvert ici. Par contre, le device to integer, lui, le non couvert, c'est 0%. Et le couvert, c'est 100%. C'est par rapport au test que tu as créé toi-même. Par rapport au test que j'ai créé. Oui, tout à fait. Il ne fait pas par rapport, il a 10 000 lignes de code, et tu mets 3 tests. Si tu as fait tes 3 tests, c'est bon. Non. Ici, par exemple, si je vais voir dans la méthode principale main, je suis à 100% non couvert. C'est-à-dire cette méthode main qui est là, c'est la méthode d'entrée. Ici, en gros, il n'y a pas de code. Tu l'as par méthode. Mais je l'ai pas. Oui, je l'ai par méthode. Et donc, je n'ai pas fait de test du tout sur ça, dans l'exemple qui se trouve ici, et il me l'indique. Code coverage, voilà. Il me dit, il n'y a aucun test qui passe par cette méthode, main. Donc, tous les objets business qui vont être référencés, à chaque fois, on aura le pourcentage, on saura est-ce qu'on est passé par toutes les procédures ou toutes les méthodes de notre programme. Donc, toi, en tant qu'architecte, quand tu fais tes reviews de code, tu pourrais exiger de chaque développeur de te montrer au moins ce tableau-là. Oui. Oui, et je pourrais même, on va le voir après, je vais même le recevoir de manière automatique avec un build server. Donc, j'ai même pas besoin de le demander. Je vais pouvoir automatiquement recevoir ce genre d'informations. Mais par contre, les tests qui sont là unitaires, tu dois les créer toi-même. Il n'y a pas déjà une bibliothèque de tests existants. Non, je dois les créer moi-même, mais c'est là que je vais montrer un petit peu les facilités de ce qu'on a. Oui. Par rapport au code initial, elle représente combien? Alors, on estime en général qu'il faut pour l'aspect testing, test unitaire et test d'intégration générale à peu près 30% du projet pour faire ça, pour écrire les tests. Du temps de codage. Parce que les tests unitaires, c'est pour moi sous la responsabilité des développeurs. Donc quand un développeur crée une méthode, imaginons celle-ci, divide, ben c'est lui qui est responsable de créer les tests unitaires correspondant à ça pour valider que sa méthode ou son objet général fonctionne correctement. Mais justement, je vais vous montrer, si j'exécute tous les tests unitaires ici, voilà,
mes tests unitaires, sur encore une fois cette méthode qui ne possède qu'une seule instruction de division est très simple, elle fait la division d'un nombre entier par un autre nombre, et à part la division par 0 que j'ai ignorée, parce que ça fera de toute façon toujours une exception, les deux autres sont corrects. Donc c'est ce que je veux dans mon process. 6 mois plus tard, le client me dit « J'ai une modification à devoir faire, et ici, ce ne sont plus des nombres A et B, donc je vais le remettre comme c'était ici au départ, ce ne sont plus des nombres A et B avec un calcul de ce type-là, mais ce sont par exemple des nombres à partie décimale que je vais vouloir diviser, mais le résultat doit toujours être entier. Mais je veux pouvoir rentrer des valeurs à partie décimale. Ou l'inverse, je veux pouvoir calculer ma manière d'arrondir de manière un peu différente. Et donc c'est ce que j'ai ici par exemple. Je prends mon nombre A, je prends mon nombre B, je calcule la division que je mets dans un double, c'est-à-dire un nombre à partie décimale, et je vais moi-même utiliser une fonction mathématique qui fait l'arrondi de mon résultat. Si je donne 20 divisé par 2, ça va de toute façon toujours en arrondi ou pas d'arrondi me renvoyer la même valeur entière. Donc ça fonctionnera. Mais si je fais cette modification, mon code compile, je teste globalement, je veux dire fonctionnellement, j'ai l'impression que ça fonctionne. Si je relance mes tests unitaires, mon test toInteger va me dire OK. Mon test d'arrondi, il me dit ah, là j'ai détecté qu'il y avait un problème. C'est-à-dire, si quelqu'un utilise cette méthode en arrondi, donc avec des nombres qui ne sont pas divisibles, il risque de ne plus avoir le même résultat. Et c'est quoi? J'attendais une valeur 7 et j'ai actuellement une valeur 6. Donc la division entre les deux ne donne plus le même résultat qu'avant. Et là, il faut se poser la question, avec le test unitaire qui est ici, est-ce que c'est un problème à l'intérieur de ma méthode de division qui ne renvoie pas dans tous les cas la même valeur? Et donc il y a un changement fonctionnel des choses, et il faut s'adapter. Ou est-ce que je dois changer mon test unitaire pour dire, effectivement, c'est pas ça qui m'intéresse maintenant et je dois le modifier. Mais donc là, je suis déjà averti qu'il y a une possibilité d'avoir un risque. Après, c'est à voir ce qu'on en fait par rapport à ce risque-là. Si on veut que les bibliothèques business et les modules de traitement avec lesquels on travaille fonctionnent toujours de la même manière, donc je fais une optimisation, je fais un changement, je gère des paramètres, je me rends compte que je n'obtiens pas le même résultat, donc je vais avoir une différence. Si quelqu'un utilise ma méthode, dans certains cas, il va avoir cette différence. Et donc ça veut dire que ma manière de calculer ici n'est plus exactement la même qu'avant. Et donc je vais devoir adapter mon code pour ça, pour obtenir le même résultat. Je ne devrais pas utiliser un rand ici, mais utiliser un truncate par exemple. Et si je réexécute, je ne sais plus si le truncate fait je pense. Si je réexécute mon test, voilà, j'obtiens bien les bonnes valeurs. Et là, j'ai pu déterminer que moi, le développeur, j'ai, entre guillemets, fait une faute, je n'ai pas utilisé la bonne méthodologie d'arrondi entre mes deux nombres doubles, mes deux nombres à partie décimale que j'utilisais. Et c'est ça que les tests unitaires vont permettre de déterminer. C'est de déterminer si, dans tous les cas, un changement a une influence ou pas par rapport à ce qu'on est en train d'essayer de développer. Ok ? Maintenant, c'est clair que ça prend du temps pour créer ces tests unitaires. Et c'est pour ça que Visual Studio va nous donner d'abord des petits éléments tels que ceux-là pour nous dire « Ah les tests sont bien passés », donc ça nous aide dans l'exécution des tests, mais également dans la création des tests. C'est-à-dire au départ, ce que fait le développeur, en général, il fait ça, il fait la méthode. Et puis il dit « Je vais devoir créer les tests unitaires ». Mais Microsoft nous permet dans Visual Studio de faire un clic droit sur la méthode et demander de faire un « Create Unit Test ». Et donc, il ne va pas faire grand-chose dans ce premier type de test. On va voir après, il y en a d'autres. Ce qu'il fait comme test, d'abord, il demande quel framework on utilise. Ça, c'est celui que je vous ai montré, c'est celui de Microsoft. Il y a d'autres styles, d'autres frameworks possibles. On peut les télécharger, les installer simplement ici. Et puis, il nous demande comment on va vouloir nommer notre méthode de test. Dans quel namespace, dans quel fichier, avec quelle classe, quelle méthode, etc. Et donc là, on peut reprendre le nom de ma méthode divide et la rajouter méthode, donc elle va s'appeler divide test par exemple à l'intérieur de ceci. Et en termes de contenu, je lui dis juste de faire soit un contenu vide, soit de mettre un assert failure. Donc il va, si je fais OK, ah oui, c'est mon développement d'hier, je vais d'abord l'enlever, sinon il ne veut pas. Voilà, create unit test, je recommence. Il crée mon fichier simpleMathTest et il me crée une méthode divide test avec, je veux dire, tout l'environnement qui se trouve autour et il ne me reste plus à moi que venir placer ici l'intérieur du code de ma procédure.
Donc j'ai encore un peu de boulot à devoir faire, mais en tout cas, je ne dois pas taper tout ce qui est autour. Je fais mon test directement. Je peux directement faire un simple math.divide, mettre mes valeurs et dire voilà ce que j'attends comme résultat, voilà ce qu'il faut tester. C'est déjà un peu plus simple. C'est déjà un peu plus facile de travailler de cette manière-là. Ok ? Alors, une fois qu'on fait tous ces tests, je vais vous montrer après, il y a une autre manière parfois encore plus simple de créer les tests, mais avant ça, une fois qu'on a réalisé notre application et nos tests, en règle générale, en tout cas c'est a priori tous les projets .NET et même les autres projets de type Java et JavaScript travaillent comme ça, on remonte notre code dans un source controller, Visual Studio Online par exemple. Et donc si je me connecte sur Visual Studio Online, ça je l'avais montré il y a quelques temps, on a la possibilité de faire des builds automatiques, donc de construire automatiquement notre code. Ici j'en ai défini un pour aller plus vite. Si je choisis mon My Build Definition, que est celui que j'ai créé il y a 2 jours, si je vais voir à quoi il correspond en termes de définition, je vois que j'ai une première règle qui est je prends mon code, tout le code, et je viens compiler mon code. C'est cette instruction-ci, cette commande. Et j'ai une deuxième commande qui est Visual Studio Test, c'est-à-dire exécute-moi les processus de test. Et l'exécution des processus de test va pouvoir également faire du code coverage automatique. C'est ce que demandait Cathy tout à l'heure. C'est-à-dire je vais pouvoir, à chaque fois que je remonte mon code, en termes de trigger, je peux lui dire de manière continue, c'est-à-dire dès qu'on fait une remontée de code sur le serveur, automatiquement tu me le compiles. Ça permet déjà de voir s'il y a des problèmes de compilation. Si la compilation fonctionne correctement, tu me lances toutes mes procédures de test et tu me renvoies un rapport sur ces procédures de test. Et donc en termes de rapport, ce qu'on obtient, c'est... Je vais me remettre dessus. On a par exemple ici, je vais prendre celui qui a planté la première fois, une construction, donc un build qui pose problème. On a tout le détail ici avec les procédures et les tests, puisqu'ici c'est dans la procédure de test où il y a eu ce problème. Et donc je retrouve ici toute l'exécution avec quand ça s'est passé, les erreurs, et on retrouve par exemple l'erreur qu'on a eue tout à l'heure, assert are equals, fail, expected 7, actual 6. Et ça correspond à un test qui est le divide to round-it. Donc le test divide to round-it a posé problème dans ma procédure de test. Si j'ai fait la correction ensuite, je peux évidemment après revenir et retrouver un autre build qui lui fonctionne correctement. Et là c'est au niveau des tests notamment, j'ai tout le détail, j'ai juste un warning, mais j'ai tout le détail qui fonctionne sans aucun problème. Et ça, le développeur n'a rien à faire pour ça. Il doit juste créer ses tests, mais il n'a rien d'autre à faire, il ne doit même pas les exécuter. Forcément, il peut, il aura le résultat tel quel directement, comme je vous l'ai montré. Mais s'il ne le fait pas, de toute façon, automatiquement, c'est remonté sur le serveur et le chef de projet ou l'architecte derrière peut vérifier ça sans problème. On peut même aller encore plus loin. C'est dans Visual Studio Online, on a un onglet Test. Et derrière cet onglet Test, on va retrouver, dans Runs, on va retrouver nos tests qui ont été exécutés. Donc là, pas la compilation, mais le test en lui-même. Et là, on va retrouver des informations, notamment de statistiques. C'est-à-dire, par exemple, si je m'en full screen, on va retrouver dans les tests, d'abord, est-ce que tout s'est bien passé? S'il y a eu des problèmes, et même en cas de réussite, on a toutes les traces des tests avec tous les fichiers de log qui ont été exécutés. Et puis, on a toutes les informations sur les exécutions des tests. Et donc, par exemple, on voit ici que j'ai 2 tests qui se sont bien passés correctement, et j'ai un test qui a été ignoré. Si j'avais eu des problèmes dans mes tests, j'aurais eu en vert une partie, j'aurais eu quelques-uns en rouge, et donc là, l'architecte, le développeur peut automatiquement, et encore une fois sans rien faire, simplement afficher la page et demander de voir où en est son processus de test par quelques éléments de statistiques pour voir si globalement toute l'application fonctionne toujours correctement. Mais pour ça, il faut définir les tests. Et donc pour définir les tests, je vous ai montré, il y a soit la manière à la main, soit la manière je fais un clic droit et je demande de créer des tests unitaires, ou une dernière manière, il l'a effacé, une dernière manière c'est de pouvoir créer des tests de manière intelligente. Alors qu'est-ce qu'on appelle par des tests intelligents? On va l'exécuter. On fait appel à un autre framework qui s'appelle le framework PEX, qui vient des laboratoires de recherche de Microsoft, déjà depuis, je crois que c'est 98, la toute première version qui est sortie. Et sur base de cette exécution, il vient valider, il vient regarder, je vais remettre mon
return A divisé par B, il vient lui-même essayer de déterminer quelles sont les valeurs, de manière intelligente, les valeurs à vouloir et à pouvoir tester. Alors je vais vous expliquer rapidement après en quoi ça consiste. Et donc voilà, par exemple ici, il dit si je mets A0, B0, j'obtiens ça comme résultat. Si je mets A0, B1, j'obtiens un résultat qui est correct, qui est celui-là. Si je mets une valeur minimum, la valeur minimum d'un nombre entier est moins 1, j'obtiens un overflow exception. Tu peux faire une copie d'écran pour la maîtresse de mon fils. Oui, je n'ai pas compris, mais oui. Et remarquez que le test qui est là, le test qui est ici, overflow exception, c'est un test que je n'avais même pas pensé, que je n'avais même pas créé. Hein. Nous, on a testé des valeurs entières, des valeurs qui donnaient des résultats arrondis. On a testé la division par 0, mais je n'ai jamais été testé une valeur extrême divisée par 1 moins 1, et j'ai une exception de type overflow. Je n'ai pas un divide by 0, j'ai un overflow exception. Et ça me dit, tiens, effectivement, il y a un cas qui peut arriver, si je donne des valeurs extrêmes dans mon système, un cas de division qui ne fonctionne pas dans mon process. Et donc, les tests IntelliTest qui sont là nous permettent de demander au framework, de demander à Visual Studio de lancer mon test sur ma méthode et de lui-même aller rechercher les valeurs intéressantes selon lui pour pouvoir effectuer ces tests. Si le test me convient, j'ai juste besoin de faire un clic droit et de faire Save. Et là, il va me l'enregistrer, il va me créer, dans ce cas-ci, en mon cas, un nouveau projet parce qu'il utilise un nouveau framework qui est le framework Microsoft PEX Framework. Et ce framework-là va créer plusieurs choses. Je me le mets ici. Voilà. Il va d'abord reprendre ma méthode divide, int a,b. Il va appeler ma méthode de division qui se trouve dans mon objet business. Mais remarquez que le test, d'abord, il est préfixé par PEX méthode et non pas test méthode. C'est un peu la seule différence. Mais alors, il va avoir des paramètres d'entrée. C'est-à-dire, ce ne sont pas des tests dans lesquels je définis précisément moi-même au départ les valeurs, mais je vais demander au framework PEX de me générer ou d'exécuter ma méthode sur base de valeurs que lui estime intéressantes, encore une fois, pour le process. Alors, il ne les prend pas de manière aléatoire. C'est-à-dire que si ma classe qui se trouve ici, j'avais fait un test if a supérieur à 5, comme tout à l'heure, je fais ma division, et puis je fais, dans les autres cas, return 0, par exemple, ben, il analyse le code, et il se dit, tiens, on vient demander de tester A supérieur à 5. Donc 5, c'est probablement une valeur un peu particulière, donc je vais la mettre dans les tests. Si on lui demande de générer un test intelligent sur base de ça, il va utiliser cette valeur 5 comme valeur pivot. Et donc, si vous avez des procédures nettement plus complexes, si vous allez voir dans le tutoriel de PEX par exemple, voilà, où est-ce que je le trouve? Ben, il a pris 6, oui, parce que c'est supérieur à 5, donc forcément c'est juste au-dessus. Il a pris 6 comme valeur. Si vous allez voir dans le tutoriel de PEX, il vous indique, eux, ils me prennent un exemple avec une procédure qui est, je pense, on donne 2 strings, last name, first name, ou un string, et il vient mettre les premières lettres en majuscule. Ben, et alors, il y a des caractères d'exception, du style le tiret, le point et autres. Eh bien, dans le test généré de manière intelligente par PEX, il va utiliser à la fois ces caractères d'exception, il va utiliser quelques caractères des lettres, etc. Donc il y a vraiment un traitement complet derrière tout ça. Maintenant, moi ce que je conseille, c'est plutôt d'utiliser à la limite les deux, c'est-à-dire de demander de faire une génération par donc un run IntelliTest pour demander de générer les tests et de voir comment on l'a fait, et puis se dire, ah oui tiens, il y a ce test-là à devoir rajouter, ou alors de les utiliser tous en IntelliTest, mais parfois ça devient assez complexe parce qu'il va tester des choses qu'on estime qu'ils ne sont peut-être pas toujours très correctes. Donc voilà, donc ça donne une petite vue, assez générale de ce qu'est un test unitaire, de comment les créer. Bon, après, il faut les mettre en place. Il faut réfléchir, ça je suis d'accord avec toi Manu, à la manière de les disposer lorsqu'on veut accéder à des systèmes externes, que ce soit des bases de données ou d'autres processus. Il faut réfléchir comment faire l'interaction avec tout ça. Il y a ça, mais encore une fois, le cas d'MVVM-Lite, il y a l'aspect e-data service qui permet de faire la connexion à la base de données, mais il y a d'autres éléments. Tout ce qui est boîte de dialogue, dans un test unitaire, ça ne s'affiche pas. Et donc, il y a là aussi, en général, la possibilité de définir un e-dialogue services comme un e-navigation services pour dire je navigue d'une page à l'autre. Quand je clique sur un bouton, dire j'ouvre une nouvelle page, ça doit se faire par l'intermédiaire d'un service de navigation et on ne doit pas faire la navigation telle qu'elle, puisque là, le test unitaire, ben, il ne pourra pas naviguer. Il va envoyer ou une exception si jamais on a la possibilité de le capturer ou il ne fera rien du tout. Donc il faut y penser dès le départ. En général, avec déjà ces trois éléments,
Data Services, Navigation Services et Dialog Services. On a déjà couvert à peu près les principaux cas des applications classiques, je vais dire, d'interface graphique et de manipulation de données. Okay. Donc on a ici parcouru rapidement les aspects de concept et de définition. Qu'est-ce que c'est un test unitaire? Pourquoi tester? Encore une fois, je pense que ça peut être intéressant. Surtout avec les IntelliTests maintenant, ça peut être assez rapide à mettre en place et d'avoir une première base en tout cas. Et donc on a vu quoi tester et comment tester avec les 5 règles, donc de rester consistant, atomique, avec une responsabilité unique, autodescriptif au niveau des méthodes, et si possible pas de conditions, pas de boucle à l'intérieur de notre méthode pour pouvoir avoir toujours les mêmes cas d'entrée. Dernière petite remarque, certains d'entre vous le savent, je suis avec un ami qui est là, qui s'appelle Christophe Pemier, dont son nom est là. Je suis en train d'enregistrer, je crois que c'est à peu près tous les 15 jours, un podcast. Ça fait partie du 5e podcast qui a été enregistré il y a un mois maintenant. Donc je vais essayer de voir sur l'enregistrement d'aujourd'hui si c'est potable, s'il y a moyen de mettre ça en ligne, je vais dire, et de fournir. Maintenant, si vous voulez avoir soit un autre sujet, soit approfondir un petit peu le sujet en question, là, vous pouvez toujours l'écouter. C'est une adresse qui est là, devapps.be. Et vous pouvez retrouver un petit peu ce test-là. Il y a d'autres sujets, hein, pour tous ceux qui sont intéressés. Il y a un sujet consacré à MVVM, MVVM Lite notamment. Il y a les nouveautés de C#6. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Les tests unitaires, j'en ai parlé. Enfin, il faut aller voir sur le site et pour trouver un petit peu les autres types de sujets qui peuvent. Et il y en a d'autres qui viendront évidemment d'ici quelques jours aussi. Jean-Marie l'a pas mis dans le slash. Le DevApps fameux? Je pense pas. Donc voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions, on peut regarder maintenant. On peut évidemment continuer ce genre de discussion par après. Donc, on peut suivre un petit peu tout ça sur la suite aussi. Merci.